Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. Très heureux d'être parmi vous dans ce beau programme qui est organisé ici à l'IRTS et qui permet d'accueillir plein de gens avec plein d'approches et puis aussi plein d'éléments ou d'événements culturels autour, on vous a dit, de la typographie, de la poésie, du cinéma. Tout ça est assez extraordinaire et vous avez beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de tous ces apports. Alors bien modestement dans ce cadre-là, un temps de réflexion ensemble autour de la thématique pédagogie et neurosciences. Alors ma collègue a cité un ouvrage que j'ai coécrit avec Grégoire Borst, qui est un neuroscientifique. Moi je ne suis pas un neuroscientifique, mais je dialogue avec les neuroscientifiques, j'écoute les neuroscientifiques, je m'intéresse aux travaux qu'ils mènent, aux résultats qu'ils nous proposent, mais en restant sur une posture qui est une posture pédagogique. Et peut-être pour démarrer cette réflexion avec vous, pouvons-nous rapidement revenir sur ce que c'est que la pédagogie? Une vieille histoire. Une vieille histoire, vous savez que le pédagogue en Grèce n'est pas le moniteur, ça n'est pas celui qui enseigne, ça n'est pas le précepteur. Le pédagogue, c'est un esclave qui accompagne l'enfant à l'école. Parmi les esclaves, on choisit un des plus instruits, un des plus éclairés, et on lui confie cette tâche très particulière d'accompagner l'enfant dans les lieux où on va l'instruire. Il accompagne l'enfant chez les précepteurs, alors ça peut être le précepteur de rhétorique ou de natation, de géométrie ou de n'importe quel autre sport. Et sur ce chemin, eh bien, le pédagogue dialogue avec l'enfant. Petit à petit, dans la Grèce antique, ce pédagogue va prendre une place tout à fait particulière parce qu'on va découvrir qu'il a finalement une position un peu privilégiée. Il sait des tas de choses sur l'enfant et il peut aider à savoir où on l'amène. Et c'est ainsi que la pédagogie va se construire et qu'elle va se construire au cœur de trois questions que se pose le petit esclave pédagogue. Qu'est-ce que je sais de celui qui m'est confié? Où vais-je le conduire? Et comment faire? Trois pôles qui sont présents dans toute réflexion pédagogique. Trois pôles que je vais vous présenter d'une manière un peu plus précise parce que si nous n'avons pas ces trois pôles en tête, on risque de ne pas bien comprendre comment s'articulent la pédagogie et les neurosciences. Toute pédagogie, en réalité, articule en réalité trois formes de connaissances, on va dire, en première approximation. Il y a dans toute pédagogie un pôle que nous appelons axiologique, l'axe, les valeurs. Où est-ce qu'on veut amener l'enfant? Quelle idée de l'humain, de la société de demain on a en tête, qui nous guide et qui fait que cela doit finalement inspirer toute notre activité éducative? Où vais-je amener cet enfant? Et le petit esclave pédagogue se pose ce problème, cette question. Est-ce que je vais lui faire faire plus de mathématiques ou plus de rhétorique? Est-ce que je vais lui faire faire des arts martiaux ou plus de la gymnastique? Il se pose ces questions et il n'est pas innocent de répondre à ces questions. Où est-ce qu'on amène l'enfant? Vers quelle destinée à la fois humaine, sociale et politique au sens large du terme on amène cet enfant? Deuxièmement, un pôle épistémique. Épistémé, le savoir, la connaissance. Un pôle épistémique, qu'est-ce que je sais de cet enfant? Parce que je dois le conduire quelque part, mais pour bien le conduire, il faut que je sache un petit peu qui il est, comment il se comporte. Alors, je vais travailler sur ce qu'on n'appelle pas encore dans la Grèce antique la psychologie, mais qui va progressivement se construire de l'enfant, mais aussi sur toutes les connaissances qui vont me permettre de savoir qui il est et d'améliorer mon comportement à son égard. Et puis, troisième pôle de toute pédagogie, un pôle que nous appelons praxéologique, praxis, pratique, c'est des institutions, des méthodes et des outils. Une pédagogie s'inscrit dans des institutions. L'école est une institution, la famille est une institution, il y a d'autres institutions, une colonie de vacances est une institution, il y a une pédagogie en colonie de vacances, une pédagogie en classe, une pédagogie dans la famille, il y a une pédagogie dans tous les lieux
où l'on tente d'éduquer des enfants, il y a des méthodes et il y a des outils. Et alors ce qu'il faut retenir peut-être et avoir en tête pour bien comprendre la suite de mon développement, c'est que la pédagogie n'est pas une science. Elle s'appuie sur des sciences, les sciences vous les avez ici dans le pôle épistémique, mais elle articule avec les sciences des valeurs et des outils. Et elle va chercher à créer un équilibre entre ces trois polarités. C'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à faire, parce qu'il va falloir à chaque fois se demander si les finalités que l'on vise sont bien compatibles avec ce que l'on sait de l'enfant, avec les outils dont on dispose, et il va falloir chercher à construire quelque chose qui soit cohérent. Alors, peut-être on peut préciser les choses rapidement. Je vois une ou deux personnes qui prennent en photo les diapositives. Alors rassurez-vous, j'enverrai à l'IRTS le diaporama et je suppose qu'on pourra le mettre à votre disposition. Vous aurez donc la possibilité d'avoir ces diapositives. Il y a beaucoup de texte dans ce que je vais vous proposer. C'est pour alléger votre attention. J'en parlerai tout à l'heure. Et donc, vous retrouverez cela sans difficulté. Donc, 3 pôles. Le pôle axiologique, quel humain veut-on former pour quelle société? Quel contenu culturel veut-on valoriser? Certains plutôt que d'autres. Hein? Quelles compétences veut-on former? Quelles attitudes veut-on promouvoir? Et il n'y a aucun éducateur, aucune éducatrice qui peut s'exonérer de se poser ce type de questions. Au fond, on se pose toujours ce type de questions. Et si on ne se les pose pas, eh bien, on est d'une certaine manière aveugle sur ces pratiques. On amène les gens dans un endroit, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Donc autant savoir où on amène les gens que l'on accompagne, autant savoir quel humain on veut former, pour quelle société, avec quel contenu, quelles compétences et quelles attitudes. Et puis, il y a bien sûr ce pôle que j'appelle épistémique, sur quoi je vais m'appuyer, mes observations. J'observe l'enfant, j'ai des observations empiriques, mais aussi j'ai des connaissances qui renvoient à la psychologie cognitive, aux neurosciences, mais qui n'écartent pourtant pas la psychologie clinique. On vous a parlé de psychanalyse tout à l'heure, la sociologie, la linguistique, etc. Je vais m'appuyer sur tout cela parce que tout cela me permet de connaître mieux celui que j'accompagne et me permet de mieux identifier les institutions, les méthodes et les outils que je vais utiliser. Alors l'absence d'un de ces 3 pôles, eh bien, ça compromet gravement la possibilité de penser et d'agir lucidement en matière éducative. Alors pourquoi? Eh bien parce que si l'on se contente d'articuler le pôle axiologique, les finalités, avec le pôle épistémique, les connaissances, eh bien on fait une pédagogie très largement intentionnelle, qui n'a pas d'outils, qui n'a pas de méthode, et on a des échafaudages théoriques dont on ne sait pas trop que faire dans le concret. Mais si on articule simplement le pôle axiologique avec le pôle praxéologique, si on ne s'appuie pas sur des connaissances scientifiques, eh bien on risque d'avoir des idées finalement assez idéologiques, on risque d'avoir un dogmatisme autour de certaines formules, mais qui ne s'appuie pas sur des connaissances scientifiques suffisamment avérées pour que cela soit mis en œuvre d'une manière efficace. Et puis, si l'on articule simplement le pôle épistémique et le pôle praxéologique, en oubliant le pôle des finalités, eh bien, d'une certaine manière, on s'aveugle parce que les finalités, même si on n'en a pas conscience, elles sont toujours là, et autant savoir vers quoi on mène les personnes qui nous sont confiées. Alors vous voyez, rien qu'en vous proposant cette approche de la pédagogie, on voit déjà quelle place les neurosciences peuvent avoir. Elles ont une place dans ce pôle épistémique des étayages scientifiques. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont une place qu'elles ont toute la place. Elles ne peuvent pas nous exonérer d'une réflexion sur les finalités. Les finalités, c'est toujours de notre responsabilité. Hein, et elles ne peuvent pas nous exonérer non plus de notre travail d'inventivité, de recherche autour des institutions, des méthodes et des outils. C'est pas parce que je suis éclairé par les sciences, parmi elles les neurosciences,
que je sais miraculeusement comment je dois m'y prendre. Il va falloir que je me forme néanmoins à des pratiques et que j'avance sur ces pratiques. Et pour bien comprendre ce que peuvent nous apporter les neurosciences, peut-être doit-on avoir en tête deux mises en garde essentielles. La pédagogie ne peut pas se réduire aux neurosciences, mais ne peut pas non plus les ignorer. Et puis la pédagogie est toujours, au fond, au cœur de ce triangle que je viens de vous décrire, une affaire de jugement et de décision en situation. Décision en situation. Le pédagogue, la pédagogue, c'est celle qui accompagne un élève, un enfant, un jeune enfant, un adolescent, plus ou moins difficile, et qui, face à cet enfant, cet adolescent, cet élève, eh bien, agit et trouve avec son propre jugement ce qu'il doit faire au bon moment. La pédagogie, c'est un art de faire. Ce n'est pas une science, ce n'est pas un art au sens d'une création artistique, c'est un art de faire, c'est l'art de bien agir au bon moment en saisissant la bonne occasion pour articuler d'une manière pertinente les finalités, les connaissances et les pratiques. C'est ça la pédagogie et c'est une affaire de jugement, de décision en situation, parce que chaque situation éducative est unique, parce que chaque relation éducative est unique. L'enseignant, l'enseignante qui se trouve devant une classe, l'éducateur, l'éducatrice qui se trouve devant un enfant ou un groupe d'enfants se trouve devant une situation qui ne s'est jamais produite auparavant et qui ne se reproduira jamais. Ça ne s'est jamais produit, ça ne se reproduira pas. Ce qui se passe aujourd'hui avec Monsieur X, Madame Y, dans telle classe, à tel endroit, dans telle crèche, dans telle institution, c'est avec des personnes qui sont ce qu'elles sont, qui ne seront pas les mêmes demain, qui n'étaient pas les mêmes hier, avec des personnes qui vont produire une alchimie particulière et vont permettre de faire comprendre un certain nombre de choses, mais vont m'amener aussi à décider et à agir en conscience de mes finalités, de mes éclairages scientifiques et des outils dont je dispose. Chaque éducateur, chaque éducatrice doit prendre à chaque instant une multitude de décisions en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il sait, de ce qu'il comprend, de ce qu'il peut aussi, parce qu'il y a des choses qu'il peut faire et d'autres qui ne sont pas possibles, et de ce qu'il anticipe des scénarios possibles. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se produire ? Qu'est-ce qui va se produire ? Je suis éducateur, éducatrice de jeunes enfants, j'ai un enfant qui râle, qui pleure, qui ne veut pas faire ce que je lui demande. Qu'est-ce que je fais ? Ce que je vais décider là n'est écrit nulle part et par personne. C'est à moi de le décider parce que cette situation-là n'a jamais été vécue par personne avant. Cet enfant-là est unique et ce qui se joue entre lui et moi, eh bien, ne s'est jamais joué avant avec d'autres. Je suis enseignante, je suis enseignant, j'ai une classe, j'ai un objectif d'apprentissage, et ce qui se joue là avec ces élèves, aujourd'hui, à ce moment précis, ce moment T, ne s'est jamais déroulé avant. Et je dois prendre une décision au sens où le philosophe Michel de Certeau définit la décision en disant « La décision est ce qui concentre le plus de savoir dans le moins de temps ». Voilà, un expert. Qu'est-ce que c'est qu'un expert ? On parle parfois de l'enseignant ou de l'éducateur expert. L'expert, c'est celui qui sait prendre la bonne décision parce que dans l'instant, il a dans sa tête toute une série d'éléments qu'il va mobiliser pour agir d'une façon pertinente face à la situation qui est en face de lui. Et alors, si on creuse un tout petit peu plus cela, et avant d'entrer précisément dans le rapport entre la pédagogie et les neurosciences, cette idée de décision, on peut l'approcher, on peut la préciser en disant que, au fond, chaque fois que nous sommes devant des enfants, devant des adolescents, devant des classes, nous avons toujours la nécessité de rétablir des équilibres et de déplacer des curseurs. J'aime bien cette image de déplacer le curseur. Vous savez, le curseur, on peut le pousser d'un côté ou d'un autre. Alors,
la pédagogie, c'est affaire de curseur, parce que l'éducateur, l'éducatrice, l'enseignant, l'enseignante, eh bien, il a une programmation, mais il y a aussi des événements imprévus. Il doit programmer ce qu'il va faire, il doit préparer sa séquence ou son activité, mais en même temps, il ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se déroule. S'il reste enfermé dans sa programmation en fermant les yeux sur ce qui se déroule, eh bien, il va perdre le groupe très vite. Mais si il oublie sa programmation parce qu'il s'accroche au moindre événement ou au moindre incident, eh bien, il ne va pas atteindre ses objectifs d'apprentissage. Et donc, l'expertise pédagogique, ça consiste à savoir à quel moment je dois un peu m'éloigner de ma programmation parce qu'il se passe quelque chose que je dois prendre en compte et sur quoi je dois réagir, mais à quel moment je dois revenir à ma programmation. Oui, j'en étais là, on revient et on retrouve le fil conducteur de la démonstration qui va permettre d'aller au bout de ces objectifs. Trouver les équilibres. Trouver les équilibres en prenant la bonne décision au bon moment. Alors, équilibre entre la programmation et l'événement imprévu, et tout enseignant, toute enseignante, tout éducateur, toute éducatrice se trouve coincé entre ce qu'il a prévu et ce qui se passe. Et voilà, et il va falloir qu'il navigue, mais au bon sens de naviguer. Naviguer, c'est-à-dire trouver le passage entre une programmation rigide qui fait qu'on est totalement imperméable à ce qui se passe, et une perméabilité totale à ce qui se passe qui fait qu'on perd l'idée de ce que l'on veut faire. Trouver le passage. Alors, il y a d'autres tensions comme cela. Il y a une tension très importante en pédagogie entre la mobilisation par le projet, on va faire une pièce de théâtre, on va faire un panneau, on va faire, et puis la formalisation nécessaire ensuite, qu'est-ce que j'ai appris à travers ce que j'ai fait ? Et là, c'est une tension importante que nous retrouvons à chaque instant. Oui, il y a le faire, mais il n'y a pas que le faire, il y a ce que l'on acquiert à travers ce que l'on fait. On voit ça très souvent, et j'ai moi-même mené pas mal d'expérimentations avec des classes primaires, mais aussi avec des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, en essayant chaque fois de leur montrer l'importance qu'il y a à aider l'enfant à comprendre l'articulation entre ce qu'il fait et ce qu'il apprend. Nous savons aujourd'hui, et il y a de très nombreux travaux en sciences de l'éducation qui montrent cela, que faire n'est pas apprendre, hein, mais qu'il faut faire pour apprendre, mais qu'apprendre c'est un peu plus que faire. Apprendre, c'est prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on a fait pour identifier dans ce qu'on a fait ce qu'on a appris. Hein. Et j'ai mené pendant plusieurs années avec des classes d'école primaire une expérimentation autour du cahier des découvertes. On demandait à la fin de chaque demi-journée de cours à chaque enseignante et enseignant de poser 2 questions aux élèves. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin ou cet après-midi ? Là, les élèves, en général, ils savent répondre. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des exercices, on a écouté une histoire, on a fait telle ou telle activité. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris ce matin ou cet après-midi à travers ce qu'on a fait ? Là, c'est plus compliqué. Parfois, ils disent rien. Alors, c'est un peu préoccupant si on a fait des tas de choses mais qu'on n'a rien appris. Parfois, ils disent j'ai appris des choses mais qui n'ont rien à voir avec ce que l'on voulait qu'ils apprennent, que le chien de mon voisin était mort. Bon, ça n'a pas de rapport avec le programme scolaire ou les objectifs d'apprentissage. Et parfois, ils vont nous dire oui, à travers cette activité, j'ai réussi à comprendre ça. Et j'ai réussi à apprendre quelque chose que je ne savais pas. Et quand un enfant, un adolescent accède à cette compréhension de l'acquis à travers le faire, il vectorise le temps. C'est-à-dire qu'il n'est plus là simplement pour s'occuper, il est là parce qu'entre le moment où il arrive et le moment où il part, il progresse. Et il est capable d'identifier le fait qu'il progresse. Et si à la fin de chaque demi-journée, chaque enfant est capable de dire en quoi il a progressé, eh bien, on n'a pas évidemment perdu son temps. Il y a d'autres tensions comme cela. Focalisation sur l'activité physique ou sur l'activité psychique, sur le faire dans son aspect matériel ou le
faire dans son aspect mental. Construction du collectif ou attention à l'implication de chacune et de chacun, ça c'est une vraie tension qui oblige le pédagogue en permanence, la pédagogue en permanence à être attentif, à regarder. Attention, il faut construire du commun, du collectif, parce que j'ai un groupe devant moi, mais attention, je ne peux pas. Il y en a un ou une que je risque de perdre, alors comment je le récupère ou je la récupère pour qu'ils ne se sentent pas ou qu'elles ne se sentent pas exclus. Finalisation par la réussite ou finalisation par la progression, c'est Piaget qui, à la fin de sa vie, écrit un livre fort important qui s'appelle « Réussir et comprendre », où il montre que si on se focalise trop sur le réussir, on risque d'oublier le comprendre. Et on sait bien que c'est souvent le cas. Parfois, pour réussir, je fais faire le travail par quelqu'un d'autre, par l'intelligence artificielle, par exemple, qui me permet de réussir sans comprendre. Voilà, réussir sans comprendre, nous avons aujourd'hui des tas d'outils qui nous permettent de le faire. Mais est-ce que réussir sans comprendre, c'est progresser? Pas toujours. En tout cas, pas autant. Et puis, tension entre l'engagement de l'éducateur et de l'éducatrice, et puis une nécessité de s'économiser, comme disait le philosophe Jankélévitch, pour pouvoir continuer à se donner. Moi, je suis très sensible à cela. Je travaille beaucoup avec des éducateurs, des éducatrices qui ont affaire à des publics difficiles. Et je leur dis, oui, il faut vous engager un maximum, mais en même temps, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, parce que si vous êtes broyé par votre métier, eh bien, vous n'aurez plus la possibilité de l'exercer. Et on sait aujourd'hui, dans des situations difficiles, à quel point il est important que la personne, à la fois, s'engage et prenne soin d'elle, et qu'elle sache faire bouger le curseur au bon moment, pour pas basculer. L'oubli des autres soit dans une forme d'oubli de soi, et que ce soit l'oubli de soi ou l'oubli des autres, eh bien sûr, c'est un oubli du projet pour lequel on est là, avec des enfants, des adolescents, des élèves. Alors, si on garde ça en tête, que la pédagogie, c'est une articulation entre des finalités, des connaissances et des outils. Si on garde en tête que la pédagogie, au concret, c'est l'art de faire, c'est l'art de bien décider au bon moment ce qu'il convient de proposer pour faire avancer et progresser les personnes qu'on a en face de soi. Alors si on garde ça en tête, si on garde en tête que la pédagogie, c'est l'art de prendre la bonne décision dans un cadre que l'on a sécurisé et qui va faire qu'on va permettre aux uns et aux autres de progresser correctement, alors, si on a tout ça en tête, on peut rentrer sans aucune difficulté et sans inquiétude dans ce que nous apportent les neurosciences et que nous allons bien sûr tenter de décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, je ne vais pas, et ce serait bien prétentieux de ma part de tenter de le faire, je ne vais pas être exhaustif sur ce que nous apportent les neurosciences. Je vais m'en tenir à quelques thématiques. Alors, il y en a déjà un certain nombre, et c'est déjà suffisamment nombreux, et donc je vais essayer de n'en oublier aucune. Alors, on va travailler sur ces thématiques que sont la plasticité cérébrale, la singularité des sujets, les prédispositions, l'attention, la mémorisation, la déconstruction, le feedback, le stress, la métacognition et l'inhibition. Ça en fait, hein. Il y a déjà une dizaine d'années, j'avais assisté au Québec à une classe qui était organisée par des spécialistes de neurosciences. Alors, c'était une classe très particulière, c'était une classe d'enseignement de mathématiques pour des élèves de 12 ans. Alors, c'était un petit groupe, il n'y avait que 10 élèves. C'était donc un enseignement relativement confortable. Il y avait quand même un encadrement adulte important, puisqu'il y avait une infirmière par élève, puisque l'élève était à la fois, chaque élève était à la fois sous perfusion et électroencéphalogramme. C'est-à-dire que chaque élève avait, on lui injectait un marqueur nucléaire dans le sang, électroencéphalogramme, parce qu'avec ce qu'on appelle une caméra à positons ou à positrons, on repérait la circulation de ce marqueur nucléaire et on observait en temps réel les zones du cerveau qui étaient irriguées par le sang.
en sachant qu'il y a une corrélation entre l'activité cérébrale et l'irrigation des zones du cerveau. Plus une zone du cerveau est irriguée, plus elle est active. Et donc le professeur de mathématiques était dans une position assez fabuleuse, parce qu'il faisait son cours, je me souviens, sur la proportionnalité, et il avait en face de lui 10 élèves, et au-dessus de chaque élève, une télévision avec le cerveau en coupe. Et il voyait donc si dans le cerveau, c'était telle ou telle zone qui était irriguée. Et si c'était par exemple la zone des activités affectives qui était irriguée, et pas la zone des activités logiques, eh bien il disposait d'un petit bouton poussoir qui lui permettait d'envoyer une légère décharge électrique pour rappeler l'élève à l'ordre. Alors moi je rêve de ça d'ailleurs. Je pense que tout enseignant rêve de ça. Tout enseignant rêve de ça. Parce que là, vous êtes un amphithéâtre sympathique, c'est joli, c'est bien. Beaucoup d'entre vous, je crois qu'ils écoutent, mais ils peuvent parfaitement être ailleurs. Vous avez suffisamment fréquenté l'institution scolaire pour être capable de faire semblant d'écouter tout en faisant totalement autre chose. C'est une des habiletés qu'on acquiert assez facilement et que les bons élèves en priorité acquièrent facilement à l'école. Donc c'est sympathique, mais je ne sais pas ce que vous pensez réellement. Peut-être que la majorité d'entre vous pense qu'ose toujours tu m'intéresses, ceci est totalement stupide, on s'attendait à une bonne conférence et là on est complètement déçu, etc., etc. Je ne sais pas ce que vous pensez. Et il y a une espèce de frustration de toute personne qui enseigne ou qui éduque face à ce que le philosophe Husserl appelait l'opacité incontournable de la conscience d'autrui. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils peuvent apparaître très sympathiques et très gentils et puis être en réalité dans une posture de totale indifférence ou d'absolue hostilité. Alors c'est quand même bien d'avoir le cerveau en coupe. Parce qu'on sait, si j'avais le cerveau de chacun d'entre vous en coupe sous les yeux, je pourrais savoir si ça vous intéresse ou pas. Je pourrais savoir si vous êtes en train de rêvasser, prêt à vous endormir, ou si vous êtes extrêmement attentif, et ainsi de suite. Et je pourrais, si je disposais en plus de boutons poussoirs pour vous envoyer des décharges électriques, vous rappeler à l'ordre quand votre attention se relâche. Ce serait extrêmement intéressant pour moi. C'est une manière d'avoir une sorte d'évaluation immédiate, en quelque sorte. Hein ? Mais j'ai senti que quand j'ai évoqué ça tout à l'heure, il y avait une petite réticence. Parce que pour celui qui enseigne, pour celui qui éduque, c'est très confortable, cette position. Mais pour l'autre, ça le met dans une situation qui n'est pas totalement une situation d'émancipation. Ça le met dans une position d'assujettissement total à celui qui veut imposer son pouvoir et sa parole. Parce que si la modernité pédagogique s'est bien construite sur ce principe d'éducabilité, ça dès le XVIIIe siècle, elle a aussi très largement insisté sur le fait que l'éducabilité de chacune et de chacun, ça n'est tolérable qu'à condition de respecter la liberté de chacune et de chacun. Oui, les êtres sont éducables, mais non. Le cerveau de personne n'est de la pâte à modeler que je peux travailler à ma guise. L'autre doit rester maître de lui-même et il doit devenir de plus en plus maître de lui-même. Et je dois refuser toute forme de dressage parce que l'engagement de l'autre dans ses apprentissages est quelque chose de fondamental pour la réussite même de ses apprentissages. Et donc vous voyez que ce concept de plasticité cérébrale est donc extrêmement important, optimiste, il nous dit plein de choses positives, et en même temps, si la pédagogie ne réinterpelle pas ce concept en disant oui, le cerveau est plastique, mais le sujet n'est pas un objet. Ah, oui, le cerveau est plastique, mais le sujet n'est pas un objet. Et je ne peux pas malaxer le cerveau de l'autre comme une cire molle. Si je prends cette métaphore, c'est parce que c'était celle qu'utilisaient les philosophes empiristes du XVIIIe siècle. Je ne peux pas malaxer le cerveau de l'autre comme une cire molle pour en faire ce que je veux.
À ce sujet, je rappelle que la modernité pédagogique, elle s'inaugure au XVIIIe siècle avec ce livre assez fantastique, difficile, bien plus difficile qu'on ne croit, mais fantastique, qu'est l'Émile de Rousseau, et avec des affirmations, cette affirmation assez mystérieuse, quand Rousseau dit « Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. » Ah, tout faire en ne faisant rien. Alors quand Rousseau parle d'instituteur, ce n'est pas le métier. Pour lui, c'est celui qui institue l'humanité dans l'homme, l'instituteur. Tout faire en ne faisant rien, pourquoi? Tout faire parce que je dois créer des situations, mettre en place des stimulations, chercher des ressources, inventer des exercices et des dispositifs, mais en ne faisant rien parce que c'est à l'autre de faire. Parce que si ce n'est pas l'autre qui fait, l'autre est mon objet, il n'apprend réellement rien, puisqu'il ne fait qu'obéir à ce que je lui dis. Donc tout faire en ne faisant rien, c'est créer des situations qui sont favorables au fait que l'autre fasse et se fasse. Et c'est ça qui est au cœur de la pédagogie. En pédagogie, l'éducateur, l'éducatrice fait pour que l'autre se fasse, pour que l'autre fasse. Il crée des environnements favorables. C'est très important, l'environnement favorable. Environnement matériel, on parle aussi d'environnement intellectuel. Il invente des situations stimulantes. Il propose des contraintes et des ressources qui permettent au sujet d'agir, mais c'est le sujet qui agit. C'est l'enfant qui agit. Ce n'est pas moi qui agis à sa place. Et je ne suis pas là pour mettre en forme son cerveau, mais pour que les situations dans lesquelles je le mets lui permettent de se développer. Vous voyez comment, sur ce point de la plasticité cérébrale, les neurosciences nous confirment dans une conviction déjà assez ancienne, et c'est bien, en même temps que la pédagogie peut interpeller les neurosciences en disant oui, le cerveau de l'autre est plastique, mais l'éducation n'est pas le dressage. L'éducation, c'est cette obstination inventive qui fait qu'on crée des occasions, on crée des situations, on crée des dispositifs, on invente des moyens pour que l'autre se fasse. C'est le pédagogue Anton Makarenko qui récupérait les gamins difficiles au bord des routes après la révolution bolchevique, qui avait comme maxime « l'enfant est malade, soignez le milieu ». Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner l'enfant malade, mais c'est le médecin qui soigne l'enfant malade, c'est pas le pédagogue, disait Makarenko. Le médecin va soigner l'enfant, lui apporter le remède qu'il convient. Le pédagogue, lui, il va soigner le milieu. C'est-à-dire qu'il va organiser une institution, un environnement, des contraintes, des ressources, des situations qui vont mettre cet enfant dans la possibilité d'agir par lui-même et de dépasser les difficultés auxquelles il se trouve confronté. Voilà donc une première idée que nous offrent les neurosciences et sur laquelle la pédagogie a des choses à dire. Deuxième idée, singularité et ouverture à l'altérité. Que nous disent les neurosciences? Elles nous disent que chaque sujet est riche d'un ensemble de potentialités d'appréhension du monde, qu'il développe différemment tout au long de ses expériences et qui détermine largement sa manière d'apprendre en lui permettant de mettre en œuvre des stratégies d'apprentissage efficaces. Au fond, ce que nous disent les neurosciences, c'est que nous avons tous le même cerveau, mais nous n'avons pas tous la même histoire. Et qu'avec le même cerveau et des histoires différentes, nous nous construisons chacun des manières d'organiser notre rapport au monde. La pédagogie, elle aussi, est attentive à la personnalité de chacun, à son histoire, à sa culture, à son style cognitif. Mais ce que dit la pédagogie et ce en quoi elle rebondit par rapport aux neurosciences, c'est que si on doit être attentif à cette singularité, il faut
éviter tout phénomène de spécialisation prématurée. Il faut développer la panoplie cognitive de chacun en lui permettant d'interagir avec les autres et de découvrir d'autres possibles. On a mis du temps en pédagogie pour accéder à cette idée-là. Au fond, c'est l'idée que les êtres sont, à certains moments, disposés à apprendre ou à se comporter d'une certaine manière, que je dois le prendre en compte, mais que je ne dois pas les enfermer dans cette façon d'être qui serait une manière de ne pas leur ouvrir des possibilités. C'est une question qui devient très importante, cette question aujourd'hui. Elle devient très importante au moment où se développent, aux États-Unis en particulier, toutes les techniques qu'on regroupe autour de l'expression du learning analytics. Vous connaissez peut-être ces techniques du learning analytics. Dans son principe, c'est assez simple. Alors, je donne un des protocoles. On donne à un enfant, alors ça peut être à 3 ans ou à 7 ans, ça dépend, parfois avant, parfois après, mais rarement. C'est le plus souvent à 3 ou à 7 ans, on donne à un enfant une tablette numérique. Sans obligation ni interdit, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et on dit aux parents, aux éducateurs, vous le laissez faire tout ce qu'il veut faire avec cette tablette. On récupère ensuite la tablette, alors selon les protocoles, c'est 3 semaines, 3 mois, le plus souvent 3 semaines. Et on analyse avec un logiciel extrêmement performant ce que l'enfant a fait avec sa tablette. Alors on découvre des tas de choses. On découvre des choses très élémentaires qu'on savait, s'il est droitier ou gaucher. Mais on découvre aussi quelles sont les couleurs auxquelles il réagit le mieux, quelles sont les manières qu'il a pour surmonter un obstacle, quelles sont les difficultés qui le découragent et celles sur lesquelles il va au contraire faire un effort. On découvre une multitude de choses. On découvre aussi toute une série de troubles qu'il peut avoir. On comprend et on voit s'il est dyspraxique, dyslexique, et quel niveau de dyslexie. Est-ce que c'est une dyslexie syntaxique ou grammaticale ? On sait des tas de choses avec ça, parce qu'on l'a laissé faire librement, et au fond, à travers tout ce qu'il a fait, on peut photographier ce qu'il est censé être. C'est-à-dire un état actuel de son développement cérébral et cognitif, ou cognitif, c'est un débat. Et quand on a ça, eh bien, on mélange ça avec un programme scolaire. Et on obtient un didacticiel ou un logiciel strictement adapté à la personne en question. Et si vous écoutez les turiféraires de l'intelligence artificielle, vous les entendrez vous dire, mais ça c'est bien plus efficace que toutes les formes d'enseignement imaginables. Aujourd'hui, les enseignants, ils ne savent pas comment faire avec l'école inclusive. Parce qu'il y a toujours des élèves qui ont des troubles cognitifs qu'ils ne savent pas prendre en compte. Alors, bien sûr, ils s'efforcent de le faire, mais ils n'y arrivent pas bien. Prenons et photographions les structures cérébrales cognitives de chaque individu, construisons des logiciels strictement adaptés à chacun, et on est tranquille. On est d'autant plus tranquille que les logiciels ne s'énervent jamais, contrairement aux enseignants, ne se mettent pas en grève, ne font pas d'enfants, enfin, sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, etc., etc. Donc c'est tout gagné. C'est tout gagné. Et on voit monter beaucoup, aux États-Unis, mais on le voit également en France, et on le voit dans la recherche internationale, cette idée qu'à partir de la photographie, à un moment donné, des structures cérébrales et des fonctionnements cognitifs d'un individu, on pourrait proposer un dispositif de formation qui lui soit exactement adapté. Avec néanmoins quelques interrogations pour le pédagogue. S'adapter, n'est-ce pas l'enfermer ? Parce que oui, il y a des enfants qui travaillent plutôt de cette manière et d'autres qui travaillent plutôt d'une autre. Ils ont hérité de leur histoire, de leurs rencontres, de leurs expériences, telle ou telle stratégie d'apprentissage.
Mais faut-il les y enfermer ou leur en faire découvrir d'autres ? S'échanger et qu'entre eux, il se passe des choses. Est-ce que, en pédagogie, l'éducateur, l'éducatrice ne doit pas éviter d'enfermer les personnes dans une personnalité qui serait figée pour toujours, mais l'aider plutôt à explorer de nouvelles prises sur le monde? Et là, les pédagogues sont dans une posture encore ambivalente par rapport aux neurosciences. Ils sont intéressés par la façon dont les neurosciences vont pouvoir typologiser, c'est-à-dire créer des typologies des difficultés des personnes, typologiser les stratégies d'apprentissage, typologiser les rapports au savoir. Mais tout ce qui typologise risque d'enfermer. Et tout ce qui enferme risque de figer. C'est intéressant de savoir que quelqu'un, à un moment donné, fonctionne comme ça. Mais faut-il le condamner à toujours fonctionner comme ça? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ne vaut-il pas mieux l'aider à découvrir autre chose? L'aider à enrichir sa panoplie méthodologique. On sait, certains travaux de neurosciences, plutôt anglo-saxons que francophones, sur les personnalités cognitives, on sait qu'il y a des personnalités cognitives. C'est qu'il y a des gens qui ont plutôt tel type de fonctionnement mental, sans doute lié à une histoire dont le cerveau s'est fait la mémoire. Mais faut-il les enfermer là-dedans? C'est une vraie question et c'est aussi un vrai danger. Moi, il m'arrive d'aller dans des classes et j'entends parfois des phrases aussi banales que Jules est dyslexique. Alors moi, ça m'intéresse de savoir que Jules est dyslexique, bien sûr. Parce que je vais pouvoir l'aider, permettre à un copain, une copine de lui dire des choses particulièrement, voilà, mettre en place un binôme qui va le soutenir dans telle ou telle activité, éventuellement le mettre en relation avec un ou une orthophoniste, etc. Mais en même temps, je suis toujours très inquiet quand j'entends Jules est dyslexique, parce que ce verbe « être » là, Jules est EST dyslexique. Mais attendez, d'abord, Jules, il n'est pas que dyslexique. Il est amateur de manga, excellent goal au foot et amoureux d'une fille de la classe. Et quand j'ai dit ça, je n'ai pas fini de définir Jules. Jules est encore bien plus que ça. Et quand j'ai dit Jules est dyslexique, je devrais dire Jules est dyslexique aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce qui me dit qu'il va rester dyslexique? On a énormément de travaux qui montrent qu'il y a des évolutions extrêmement positives de tous ces troubles de l'apprentissage et que Jules n'est pas condamné à rester dyslexique toute sa vie. Même si, probablement, il aura besoin d'être aidé pour ne pas le rester. Mais il n'y a pas de condamnation. Et donc on voit bien là que la pédagogie a une posture un peu différente des neurosciences, qui renvoie à cette distinction très forte entre prédisposition et prédestination. Les neurosciences observent et décrivent des troubles d'apprentissage spécifiques qui touchent environ 8% des enfants. Bon, il y a les vrais troubles d'apprentissage, puis il y a toute une fantasmatique des troubles d'apprentissage. Il y a beaucoup plus de parents d'enfants surdoués que d'enfants surdoués, vous le savez. Il y a toute une série de choses autour de ça. Mais les neurosciences nous disent, et on ne peut pas contredire cette réalité, qu'il y a une dimension d'héritabilité dans un certain nombre de troubles d'apprentissage. Une statistique que j'ai trouvée qui semble validée, c'est que 55%, on a 55% de chances d'être dyslexique si on a des parents ou des frères et sœurs qui le sont. Bon. Autrement dit, il y a des prédispositions. Mais ce à quoi le pédagogue doit être attentif, c'est que les prédispositions ne sont pas des prédestinations. La pédagogie ne nie pas le donné,
Mais elle prétend que l'enfant, elle ne prétend jamais, que l'enfant est incapable de le dépasser, ni même que seul un traitement spécifique peut le lui permettre. La pédagogie nous montre, et là les travaux des sciences de l'éducation sont importants, qu'une prédisposition n'est pas une prédestination, car tel ou tel contexte peut empêcher l'émergence de troubles et qu'on peut avoir une multitude de remédiations indirectes qui font que tel trouble peut basculer et être surmonté. Quand je dis ça, je sais que un certain nombre de réticences existent ici ou là. Parce que, à bien des égards, ce serait plus facile de considérer que les gens sont, au sens, ils sont dyslexiques. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont autre chose. Oui, mais ce que dit la pédagogie, c'est attention à toute forme d'essentialisation. Essentialisation, ça veut dire essentialiser quelqu'un, le confondre avec ses symptômes. Des symptômes qui certes existent à un moment donné, mais dont rien ne dit qu'ils ne pourront pas être dépassés. J'évoquais Makarenko tout à l'heure qui nous dit « l'enfant est malade, soignez le milieu ». Le pédagogue, souvent, il va réussir à jouer sur tel problème à travers une activité plutôt qu'à travers ce qu'on appellerait stricto sensu une remédiation. Un exemple à ce sujet pour illustrer mon propos. J'ai pendant de nombreuses années encadré des stages que nous appelions, des groupes que nous appelions de soutien au soutien. Ces groupes de soutien au soutien, c'est des groupes de jeunes enseignantes et enseignants de l'enseignement primaire, pour le cas qui m'occupe, qui éprouvent quelques difficultés dans la classe. Ce sont souvent des enseignants jeunes qui démarrent et qui sont volontaires pour participer 2 fois par mois à des réunions dans lesquelles il y a un échange libre, mais quand même assez régulé et avec un protocole assez fort pour réfléchir sur comment faire. C'est un peu l'équivalent de ce qu'en médecine on appelle les groupes Balint, pour ceux et celles qui connaissent le domaine médical. Et je me souviens de ce groupe de jeunes enseignantes et enseignants d'il y a quelques années, où cette collègue était arrivée dès le début de l'année en nous disant « j'ai un problème considérable, ça ne va pas du tout dans ma classe, j'ai une petite fille qui... tous les jours, en début de demi-journée, le matin comme l'après-midi, refuse de lâcher la main de sa maman, qui ne veut pas rentrer dans la classe, qui quand elle est dans la classe, parce qu'on l'y oblige, tape contre la porte, ça fait du bruit, ça bloque tout le monde, et ça me gâche une demi-heure, si ce n'est pas plus, au début de chacune de mes demi-journées de cours. Alors, le groupe de collègues dit, mais... ouais, c'est un peu problématique cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il doit y avoir un traumatisme. Mais de toute évidence, cette petite fille a subi un traumatisme. Donc on se met en quête d'une psychologue ou d'un psychologue clinicien pour accompagner cette petite fille et l'aider à surmonter son traumatisme. Et puis, un mois après, 1 mois et demi après, avant même que la psychothérapie ait commencé, la jeune collègue arrive dans le groupe et dit « Écoutez, quelque chose d'assez fabuleux, cette petite fille, depuis 2 jours, ça se passe mieux. Elle accepte de rentrer en classe parce que, elle lâche la main de sa maman, etc. » Et on lui dit « Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « j'ai fait des petits groupes de 3-4 élèves qui, encadrés par un parent, sont allés faire une enquête sur les artisans du quartier. Et elle était dans un petit groupe qui est allé faire une enquête chez un cordonnier. Et elle est revenue en fin de matinée en disant « C'était vraiment bien, est-ce qu'on refera ça ?» Et l'après-midi, ça s'est bien passé. Donc je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Alors, est-ce qu'on peut dire que la petite fille refusait d'entrer en classe parce qu'on ne faisait pas d'enquête chez un cordonnier? Non.
Mais est-ce qu'on peut dire que l'enquête chez le cordonnier a aidé la petite fille à dépasser ses difficultés personnelles et ses problèmes traumatiques qui l'empêchaient de rentrer à la classe? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pédagogie, le remède n'est pas forcément dans le problème. Le problème, c'est le traumatisme de cette petite fille. Je peux décortiquer ce traumatisme, essayer de comprendre pourquoi, quand, qui, etc., etc. Mais je ne peux pas faire que ce traumatisme n'a pas eu lieu. Il a eu lieu. Je peux déclencher une psychothérapie qui va travailler sur le transfert et qui va chercher la cause du traumatisme pour débloquer la situation. Mais ce n'est pas mon boulot de pédagogue. Mon boulot de pédagogue, c'est d'offrir des possibilités qui donnent à l'autre les moyens de dépasser les difficultés devant lesquelles il se trouve. De les dépasser et de parvenir à progresser en dépit de ces difficultés. C'est quelque chose qui pour moi est tout à fait essentiel et qui est au cœur de l'activité pédagogique et qui démarque l'activité pédagogique de l'activité qu'on pourrait appeler médicale, psychothérapeutique, qui, elle, agit sur la cause. On n'a pas agi sur la cause du traumatisme de cette petite fille, mais on a agi de telle manière que la proposition qu'on lui a faite rend possible pour elle le dépassement de la difficulté dans laquelle elle se trouve. Et on est là au cœur d'une notion centrale que, pour ma part, je considère comme vraiment importante, qui est la notion de dépassement. En pédagogie, l'éducateur, l'éducatrice invente et propose des activités qui permettent aux sujets de dépasser leurs difficultés. Et c'est ça qui est au cœur du travail pédagogique. On continue à explorer les propositions des neurosciences. Ce que nous disent les neurosciences, et qui est évidemment quelque chose d'essentiel, c'est qu'il nous faut favoriser et construire l'attention. Être attentif, c'est fondamental. Et on sait que c'est une des conditions essentielles de la réussite scolaire, mais pas seulement. On sait aussi que, aujourd'hui, avec les écrans, un certain nombre d'évolutions des rythmes de vie, il y a une érosion des capacités d'attention profonde. Et en particulier, c'est un travail célèbre, une méta-analyse de Catherine Hayes aux États-Unis, une érosion des capacités d'attention qui favorise la lecture. Bon. Et on sait qu'il est très important de reconstruire cette attention. Alors les neurosciences nous montrent quoi? Nous montrent qu'être attentif fatigue le cerveau. Bon, ça c'est intéressant. Il se débranche quand il est saturé d'informations. Il a une capacité de contenance, alors ce qu'on appelle la contenance de l'impant cognitif, limitée, et une durée de vigilance très variable. Autrement dit, ce que nous montrent les neurosciences, c'est que notre cerveau, c'est un peu comme une bibliothèque. À un moment, elle est pleine, et il faut enlever des choses pour pouvoir dégager de la place. C'est d'ailleurs pour cela que les humains ont inventé l'écriture. L'écriture est un outil d'externalisation de la mémoire qui nous redonne du pouvoir cognitif, de l'énergie psychique. Et je pense que, à cet égard, les neurosciences ont raison de nous alerter sur le fait qu'à certains moments, notre exigence est trop grande et qu'on n'est pas suffisamment attentif à la saturation qu'on propose, que je suis en train de faire d'ailleurs, là, avec mes 10 points, qui dépasse l'impant cognitif disponible. La pédagogie est globalement d'accord avec ça. Elle considère que l'attention, ce que un philosophe que j'aime beaucoup, Madinier, appelait l'inversion de la dispersion. Et j'aime bien l'inversion de la dispersion, je trouve que c'est une bonne définition de l'attention. Et la focalisation linéaire sur un objet, on considère que c'est essentiel au développement du sujet. Mais ce que la pédagogie nous dit aussi, c'est que l'attention, ça n'est pas simplement une affaire de volonté individuelle. C'est une affaire de dispositif collectif. Et ça, d'ailleurs, les psychologues cliniciens, mais les pédopsychiatres et tout un tas de gens nous le confirment.
Les travaux de Yves Citon, en particulier sur l'attention, qui sont à mes yeux les meilleurs travaux sur cette question qui sont développés aujourd'hui, nous montrent que l'attention est d'abord collective et que l'enfant construit son attention à travers ce qu'on appelle l'attention conjointe. C'est pour ça que c'est si important de lire avec l'enfant un livre et de le regarder avec lui, de le relire. Parce que c'est le fait qu'on focalise ensemble notre attention sur le même objet qui contribue à construire cette attention. Et c'est encore plus vrai quand il y a ce qu'on appelle un dispositif attentionnel. Un amphithéâtre comme celui dans lequel vous êtes, est un dispositif attentionnel. C'est-à-dire, il est structuré pour qu'il y ait une attention dirigée vers celui qui cause. Le cinéma est un dispositif attentionnel. Le théâtre est un dispositif attentionnel. Mais le tatami de judo est un dispositif attentionnel aussi, qui organise l'attention autrement. Le restaurant est aussi un dispositif attentionnel, mais qui n'est pas du tout le même que celui du théâtre ou du tatami de judo. Les dispositifs attentionnels sont liés à des rituels, liés eux-mêmes à des lieux et à des espaces. Et ce que la pédagogie travaille depuis longtemps, c'est la place de ces rituels collectifs, de ces dispositifs attentionnels qui permettent de construire l'attention et qui cherchent des contenus culturels susceptibles de mobiliser cette attention. Nous savons aujourd'hui à quel point l'attention est liée à la mobilisation par le travail manuel. Ça, c'est une idée forte que développe un chercheur que j'aime beaucoup, Matthew Crawford, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est un chercheur américain. C'est un monsieur un peu particulier, Crawford, puisqu'il est à mi-temps professeur de philosophie dans une des plus grandes universités américaines, et que pour son autre mi-temps, il est réparateur de motocyclettes chez le garagiste de son quartier. Ce qui est rare pour les professeurs de philosophie. Et Matthew Crawford a écrit plusieurs livres, traduits en français. Son premier s'appelle logiquement L'éloge du carburateur, puisqu'il est réparateur de motocyclettes. Le second s'appelle Contact. Et ce sont des livres dans lesquels il montre, en s'appuyant sur de nombreux travaux et sur de nombreuses expériences, il montre à quel point la manipulation est inductrice d'attention. Et à quel point le travail manuel est la condition du travail intellectuel. Bon. Nous avons aujourd'hui énormément de travaux qui confirment cela, qui confirment par exemple que la seule antidote intéressante aux écrans, c'est le travail manuel. Bon, c'est travailler avec de la terre, du bois, du fer, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui vous met dans une position où vous reprenez le pilotage de votre esprit. Qu'est-ce qui caractérise l'écran numérique individuel? C'est que dès que vous l'ouvrez, c'est plus vous qui pilotez, c'est lui. C'est le principe du réseau social. Le réseau social, quand vous l'ouvrez comme ça, eh bien, vous vous mettez à scroller, et puis vous scrollez, vous arrêtez plus, parce qu'il est fait pour que vous ne vous arrêtiez plus. Puisque le réseau social, il est fait par des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Ce n'est pas des philanthropes, les gens qui font les réseaux sociaux, c'est des gens qui gagnent de l'argent. Et ils gagnent de l'argent comment? En siphonnant vos données pour vous envoyer de la publicité. Ils ont donc tout intérêt à ce que vous restiez le plus longtemps possible sur le réseau social. Et donc, dès que vous ouvrez le réseau social, votre esprit est en quelque sorte absorbé et il y a une inversion du phénomène d'attention. C'est-à-dire, c'est plus vous qui êtes attentif, c'est l'objet qui siphonne votre attention. L'attention devient un marché, comme vous le savez, depuis déjà quelques années. Eh bien, ce que montrent aujourd'hui les chercheurs, et Crawford a été un des premiers, c'est que si on veut lutter contre ce phénomène du siphonnage de l'attention par, entre autres, les écrans numériques individuels, mais pas seulement, eh bien, il faut redonner au sujet le pilotage de son activité. Quand je bricole, quand je suis au corps à corps, au faire avec des objets qui me résistent, du bois, du fer, de la terre, du carton, eh bien, c'est moi qui dirige, c'est moi qui pilote. C'est moi qui ai le contrôle de mon activité. De même, quand je lis quelque chose, j'ai le contrôle de mon activité. Lire à cet égard, Crawford le dit très clairement, c'est le contraire de scroller. Scroller, c'est
en quelque sorte, confier son attention à la machine. Lire, c'est reprendre soi-même le pilotage de son attention et à travers ce pilotage, être capable d'imposer, on va dire, son entité psychique à l'ensemble de ce que l'on cherche à savoir et à comprendre. Et donc, nous savons en pédagogie depuis longtemps, et ça a été documenté très fortement, depuis Pestalozzi en particulier, à quel point les rituels collectifs forgent l'attention. Et à quel point l'attention est un objectif essentiel de l'activité pédagogique. Quand je dis un objectif, c'est juste pour dire que ce n'est pas un préalable. Hein, c'est comme la motivation, ça. Hein, si vous dites, je ne sais pas, il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé, oui, d'accord. Enfin, la motivation, ce n'est pas un préalable. Parce que si vous dites, nul n'entre ici s'il n'est pas déjà motivé, oui, vous ferez réussir ceux qui sont motivés, c'est-à-dire ceux qui entrent. Mais la motivation, ce n'est pas le préalable, c'est l'objectif de l'enseignement. Comme l'attention, ce sont des objectifs, ce ne sont pas des préalables. La sélection, c'est la transformation des objectifs en préalables. Voilà. Quand vous transformez les objectifs en préalables, vous sélectionnez ceux qui ont déjà acquis les objectifs dont vous faites des préalables. Hein, voilà, c'est comme ça que marche l'entrée dans les grandes écoles, par exemple. Et donc, si on est attentif en pédagogie à cette notion d'attention, c'est parce qu'on est conscient que l'attention se mobilise et qu'elle se mobilise à travers des activités qui la construisent. Je n'ai pas le temps de développer très en détail tout cela, mais nous savons déjà aujourd'hui à quel point c'est important. Je regarde l'heure et j'accélère. 5e élément, potentialisation et mémorisation. Qu'est-ce que nous disent les neurosciences ? Que les informations, les connaissances et les procédures s'inscrivent dans le cerveau de manière progressive. Les connexions se renforcent et s'installent durablement. C'est l'idée du sentier. Hein. Souvent, les neuroscientifiques évoquent cette idée du sentier. Quand on refait quelque chose plusieurs fois, c'est comme quand on marche plusieurs fois dans la forêt, on crée un sentier. Et si le sentier n'est pas réutilisé, il disparaît. Donc, ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'il faut entretenir les sentiers. Hein. Entretenir les sentiers. Le cerveau doit être donc remis en activité pour stabiliser ses acquis. Et c'est la notion de transférabilité qui est très prégnante dans les travaux des neuroscientifiques. La pédagogie, elle est complètement d'accord avec ça. Elle considère que la répétition est quelque chose de nécessaire, mais qu'elle doit être présentée et soutenue dans la perspective de l'acquisition progressive de l'autonomie. Que la répétition doit faire sens pour le sujet et qu'elle doit lui permettre non seulement de s'approprier des mécanismes, mais de comprendre des usages et de les transférer. Et là, il y a quelque chose d'important, peut-être, qui permet de bien comprendre l'articulation en neurosciences-pédagogie. Au fond, les neurosciences nous décrivent le mécanisme et la pédagogie cherche à comprendre quel est, en quelque sorte, ce qui donne de l'énergie au mécanisme. Alors, si on prend l'image du moteur, on pourrait dire que les neurosciences nous décrivent comment fonctionne le moteur et la pédagogie, comment on y met de l'essence ou de l'énergie. Hein, un moteur dont on connaît parfaitement le fonctionnement, mais dans lequel on ne met aucune énergie, eh bien, il va être parfait, mais il ne va pas aller nulle part. Donc, nous avons cette idée qu'en pédagogie, l'éducateur et l'éducatrice inscrit toujours les processus de répétition dans des activités qui leur donnent du sens et qui même procurent du plaisir. Continuons, déconstruction et remise en question. Les neurosciences nous expliquent que les apprentissages ne s'effectuent pas par la simple substitution de la vérité à l'erreur,
mais en prenant le temps de travailler sur les conceptions initiales pour les mettre en question et les restabiliser à un niveau supérieur. Cela permet de créer ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif et de laisser ce qu'on appelle des traces mnésiques durables. Là-dessus, la pédagogie est complètement d'accord et elle trouve que c'est un point tout à fait déterminant. Depuis toujours, elle insiste sur le fait qu'on ne peut pas imposer à un sujet une vérité, mais qu'on doit lui permettre de la construire en respectant son cheminement. Et là-dessus, il n'y a pas de différence fondamentale, puisque les pédagogues proposent depuis longtemps d'élaborer des situations-problèmes qui permettent de rencontrer et de surmonter des obstacles. Autrement dit, quand les neurosciences nous disent « attention, le savoir, ça n'est pas simplement le fait d'acquérir quelque chose de nouveau, c'est le fait de travailler sur l'ancien et de se remettre en question pour faire évoluer l'ancien », eh bien, au fond, on nous dit quelque chose que aussi bien d'ailleurs les pédagogues que les épistémologues, je pense en particulier à Bachelard bien sûr, nous avaient déjà dit et nous avaient déjà montré. En pédagogie, l'éducateur, l'éducatrice met la personne en situation de projet et elle est attentive à la manière dont elle pourra acquérir de nouveaux savoirs. Alors, j'hésite à aller jusqu'au bout, mais quand même, le feedback et la correction immédiate. Les neurosciences insistent sur le fait qu'un apprentissage est d'autant plus efficace que le feedback est positif, correctif et rapide. Positif, correctif, rapide. Feedback, c'est-à-dire retour. L'enfant fait quelque chose, feedback positif, c'est bien, ou c'est pas très bien, mais tu pourrais faire mieux, positif. Correctif, je te dis comment tu peux améliorer, et rapide, qui vient le plus rapidement possible après l'action. Les neurosciences nous montrent que le cerveau reconstruit alors des configurations et que ces dernières perdurent plus longtemps. Pas de souci avec ça, et la pédagogie, elle insiste de son côté de la même manière à se dégager d'une vision qu'on pourrait appeler bancaire, je cite Paulo Freire là-dessus, de l'évaluation, et à faire travailler la personne pour qu'elle intériorise les exigences. Et là, il y a quelque chose de fort en termes de finalité pour la pédagogie, et qui nous renvoie à nos conceptions de l'évaluation. J'ai eu la chance dans ma vie de travailler longuement avec Albert Jacquard, qui avait cette phrase très forte qu'il répétait souvent quand il rencontrait des enfants et des professeurs ou des éducateurs. Il leur disait l'évaluation, c'est pas fait pour savoir si on est meilleur ou moins bon que les autres, c'est fait pour devenir meilleur que soi-même. Devenir meilleur que soi-même. C'est-à-dire, l'évaluation, ce n'est pas une photo définitive, c'est une étape, c'est un début, c'est un commencement de ce qui va me permettre de m'améliorer. Et là, la pédagogie est d'accord avec les neurosciences, au fond. Elle est d'accord et elle renforce même ce que nous disent les neurosciences en insistant sur le fait que évaluer, c'est jamais mettre un terme à un processus, c'est démarrer un processus. C'est démarrer un processus. Si l'évaluation arrive d'une manière finale, ça peut être intéressant pour sélectionner des sujets, pour avoir une vision de leur niveau, mais ce n'est pas ça qui va les faire progresser. Ce qui va les faire progresser, c'est que l'on travaille à ce que le sujet intériorise les propositions de correction qui lui sont faites pour s'améliorer lui-même. Célestin Freinet proposait, j'ai beaucoup utilisé cela, moi, d'ailleurs, quand j'étais instit, aussi bien que quand j'étais prof d'université, une technique qu'il appelait la mise au point des textes. Alors, c'est une technique que je trouve très intéressante. Je demande dans la classe que chacun fasse un texte. Alors, c'est dans le cadre des textes libres, mais on peut le faire dans d'autres cadres. Et je demande à un élève de venir et de présenter son texte, le texte qu'il a écrit.
Et puis je me tourne vers la classe et je dis à la classe, qu'est-ce que vous pensez de son texte? Est-ce que vous avez des propositions d'amélioration de son texte? Alors oui, il y a quelqu'un qui dit là, je pense qu'il faudrait mettre une ponctuation, ajouter un adverbe, préciser ce mot. Et alors moi, je me retourne vers l'élève et je dis, qu'est-ce que tu penses de la proposition qui t'est faite? Est-ce qu'elle améliore ton texte ou pas? Et c'est lui qui va juger si elle améliore son texte. Parce que l'objectif, c'est que la personne prenne la proposition et l'examine pour intérioriser l'exigence de l'interlocution d'autrui. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, je vous disais, j'ai utilisé ça dès le cours préparatoire et quand j'y étais enseignant, mais je l'utilisais de la même manière comme professeur d'université quand on travaillait avec des thésards. Je demandais de rédiger un paragraphe ou même l'introduction ou tel bout de thèse, et puis on le distribuait à tout le monde propose ses corrections, ses améliorations, et celui qui en est l'auteur intègre ses points de vue décentrés pour améliorer ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire pour progresser. Allez, on avance vite. Alors 8, le stress et la construction d'un cadre sécure. Là, les neurosciences nous montrent que les surstimulations et l'abondance des injonctions inquiétantes font augmenter le taux de cortisol qui se fixe sur les récepteurs du cerveau et empêche la mise en œuvre d'activités cognitives complexes, en particulier la mémorisation et la compréhension. Autrement dit, quand on est hyper stressé, qu'on a des tas de choses à faire en même temps, qu'il y a des injonctions qu'on ne comprend pas, eh bien on sécrète du cortisol qui fait qu'on ne peut pas vraiment travailler sérieusement. Donc il faut un cadre qu'on appelle sécure. Eh bien, justement, la pédagogie travaille à la construction d'un cadre sécure par une clarification des consignes, par la mise en place de ce que quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler aussi, Jacques Lévin, appelait un espace hors menace, où on peut prendre des risques sans se mettre en danger. C'est important, l'espace hors menace. Quand j'ai à face de moi un groupe d'enfants et que je leur dis, vous allez chacun prendre la parole pour expliquer ceci ou faire cela, pour qu'ils osent le faire alors qu'ils ne savent pas le faire, il faut qu'ils soient certains que s'ils ratent, ils ne seront pas humiliés. Que s'ils se trompent, ils ne vont pas être exclus. Et que s'ils ont un mauvais résultat, ça ne va pas leur coller à la peau pendant toute leur vie. Il faut donc que l'espace soit sécurisé, hors menace. Et au fond, c'est ça que nous disent aussi les neurosciences. Parce que dans un cadre sécure, on peut gérer les frustrations inévitables au regard de la promesse de satisfaction future. Il n'y a pas d'éducation sans frustration, hein. On a un problème aujourd'hui dans notre société avec la gestion de la frustration. Ouais. C'est un des problèmes que les enseignants et les enseignantes, mais les éducateurs et les éducatrices de jeunes enfants ont. Hein. À l'école, on gère de la frustration. Hein. Ils préféreraient ne pas être là. Moi, j'ai toujours rêvé que à l'école ce soit la fête. Le problème, c'est que c'est la fête quand il n'y a pas école. Hein. Bon. Donc, ils sont enrôlés, ils sont là. Hein, ils préféreraient faire du jeu électronique ou tout à fait autre chose, mais ils sont là, il y a de la frustration. Et nous savons que naître, c'est entrer dans la frustration. Hein. Avant la naissance, l'enfant, il est dans le ventre de sa maman, il est logé, nourri, blanchi, il n'a aucun désir qui ne soit immédiatement assouvi. Hein. Naître, c'est entrer dans un monde où on n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite, quoi. On a faim et puis nos parents sont occupés, ils ne peuvent pas nous donner à manger tout de suite. On a envie qu'ils nous prennent dans leurs bras et puis ils sont occupés. Maman fait de l'ordinateur, papa repasse, ils ont chacun des activités à faire. Impossible d'être là à disposition 24 heures sur 24 de l'enfant et de faire ses 4 volontés. Il faut donc que l'enfant accepte qu'il ne peut pas tout avoir. Mais on sait, et ça c'est très important, que pour que l'enfant accepte de ne pas tout avoir, il faut qu'il ait la promesse d'être en sécurité. Tu ne peux pas tout avoir, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu ne peux pas tout avoir, mais je veille sur toi. Et on sait que ce qui va être déterminant dans les premières semaines, les premiers mois, les premières années de la vie, c'est la gestion de ce couple frustration-promesse. Tu ne peux pas tout avoir,
mais tu es en sécurité. Tu ne peux pas tout avoir et je vais te demander de renoncer à certains de tes caprices, mais au nom de la promesse que ce que nous allons faire ensemble te donnera encore plus de satisfaction que les caprices auxquels tu as renoncé. Pas facile ça, hein? Pas facile. Pas facile de donner plus de satisfaction que les caprices auxquels on a renoncé. Mais cette promesse-là, l'adulte l'incarne. L'adulte l'incarne et être éducateur, éducatrice, c'est vrai pour l'éducateur, l'éducatrice de jeunes enfants, c'est vrai pour l'enseignante et l'enseignant. Il est celui qui dit « tu ne peux pas tout avoir, je vais te demander de faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire maintenant, mais les frustrations que je t'impose ne sont que le revers de la promesse que je suis là pour exprimer. Et cette promesse, elle est fantastique en termes de satisfaction future. » Difficile, hein? Mais essentiel, évidemment. En pédagogie, l'éducateur, l'éducatrice construit des espaces-temps sécurisés, finalisés et focalisés au sein d'activités. Allez, on continue. 9e, c'est l'avant-dernière. Hein. Alors, soyez encore patients, il n'y en a plus qu'une après. 9e concept des neurosciences, la métacognition. Les neurosciences insistent sur la nécessité de développer des attitudes méta, portant sur la planification, la supervision, l'évaluation, régulation, etc. Alors la pédagogie est complètement d'accord avec ça. Attitude méta, souligne la nécessité d'accéder, la collègue l'a souligné dès son introduction tout à l'heure, à la réflexivité. Je réfléchis sur ce que je fais et je passe progressivement à l'autonomie en pilotant moi-même mon travail. Eh bien, c'est ça le travail de l'éducateur et de l'éducatrice, c'est que parce qu'il donne les moyens à l'autre de se piloter lui-même, eh bien, il travaille en permanence à sa propre disparition en confiant des responsabilités aux personnes qui s'éduquent. Allez, je finis avec l'inhibition. J'aurais peut-être dû commencer avec l'inhibition parce que c'est un des concepts des neurosciences les plus intéressants à mon avis. Qu'est-ce que nous montrent les neurosciences? Que l'activation du cortex frontal, le cortex frontal, c'est ce qui est tout ici devant le cerveau et qui est la dernière partie du cerveau qui est apparue le plus récemment dans l'évolution de Sapiens sapiens. Que l'activation du cortex frontal permet d'inhiber les réactions spontanées immédiates et d'engager le sujet dans une démarche de recherche, d'explicitation et de démonstration. Alors, celui qui a le mieux montré ça, c'est Olivier Houdet, dans un petit livre qui s'appelle « Apprendre à résister », que je vous conseille, qui est très intéressant, et c'est développé en particulier par mon compère Grégoire Borst, dans l'ouvrage dont on vous parlait tout à l'heure. Olivier Houdet, il fait quoi? Il fait passer les tests de Piaget sous IRM à des enfants de 7 ans. Alors, on prend un test très connu, le test des jetons. On donne à un enfant de 7 ans, on le met devant 2 séries de 10 jetons. Dans la première série, les jetons sont très serrés les uns à côté des autres. Dans la série du dessous, les jetons sont très éloignés les uns des autres. Et on dit à l'enfant de 7 ans, dans quelle série il y a le plus de jetons? 9 enfants sur 10, en réalité un peu plus de 9 enfants sur 10, répondent la série la plus longue. Et quand ils répondent ça, d'une certaine manière, ils obéissent à ce qu'ils ont appris à l'école. Parce qu'à l'école, ils ont appris la suite numérique, et vous savez, la suite numérique, moi je la vois dans les classes, c'est le chiffre 1 avec un hippopotame, le chiffre 2 avec 2 rhinocéros, le chiffre 3 avec 3 lions, le chiffre 4 avec 4 panthères. D'ailleurs, plus le chiffre est grand, plus la ligne est longue, et comme les gamins sont extrêmement logiques, ils en déduisent que plus la ligne est longue, plus le chiffre est grand. Donc quand ils disent que là où il y a le plus de jetons, c'est la ligne la plus longue, d'une certaine manière, ils restituent quelque chose qu'ils ont appris. Alors, ils ont appris sans qu'on sache qu'ils l'aient appris, mais ils l'ont appris, en regardant ce qui était au tableau. Il y a un enfant sur 10, en réalité un peu moins d'un enfant sur 10, qui donne la seule bonne réponse, c'est pas l'inverse, hein. La seule bonne réponse, c'est quoi? C'est « je sais pas, il faut compter ». L'enfant qui donne cette réponse-là, il n'aura pas de problème scolaire.
parce qu'il sait activer son cortex frontal qui inhibe la réaction immédiate et qui engage la réflexivité, c'est-à-dire qui fait qu'il se met à réfléchir, il se met à expérimenter et il censure en quelque sorte ce qui arrive spontanément pour développer des procédures d'investigation, de compréhension et de vérification. Et ça, c'est une découverte très intéressante. Très intéressante parce que, d'abord, elle est très documentée. On voit très bien sur les images cérébrales comment le cortex frontal est irrigué et bloque les réactions du cortex arrière. Et elle est très intéressante parce qu'elle est une illustration remarquable de ce qui rend possible le développement de l'intelligence. C'est-à-dire le sursis. Le sursis. Tu attends. La pédagogie n'a jamais confondu la spontanéité et la liberté. Elle sait que la spontanéité était souvent la restitution des stéréotypes, des clichés et de tout ce qu'il y a de plus banal. La pédagogie cherche les belles contraintes, les contraintes fécondes qui permettent de se dégager des préjugés et des stéréotypes. Et pour cela, elle propose des activités mobilisatrices qui permettent de s'engager dans un travail de réélaboration de ces représentations. Et à cet égard, la pédagogie, elle est, et j'emploie cette expression d'un pédagogue important que vous citiez, Madame Janusz Korczak, elle est l'art de la contrainte féconde, de la contrainte fertile, la belle contrainte, la contrainte qui rend libre. Alors ça peut être bizarre, ça, la contrainte qui rend libre. La contrainte qui rend libre parce qu'elle permet de s'exaucer au-dessus de l'immédiateté. Elle permet de s'exaucer au-dessus du stéréotype. Elle permet de s'exaucer au-dessus de ce qui semble évident. Elle permet de se dégager de ce qui arrive spontanément à l'esprit et elle permet d'accéder à la pensée et à la liberté. Alors, Korczak avait parfaitement compris cela. Korczak qui s'occupait des enfants des rues, qui récupérait entre la guerre de 14 et celle de 40 les gamins dans les rues de Varsovie, les gamins abandonnés, les orphelins, dans ces orphelinats. Et dans ces orphelinats, vous le savez, il avait un problème majeur, c'est que ces gamins se battaient tout le temps. Ils se battaient, ils n'arrêtaient pas de se taper dessus. Ils étaient dans la violence permanente. Et Korczak a essayé, pendant plusieurs années, de trouver des moyens de les empêcher de se battre. Donc il a dit, je vais punir ceux qui se battent, etc., etc. Et puis, rien de tout ça marchait. Jusqu'au jour où il a eu une idée absolument fabuleuse qui préfigurait les découvertes des neurosciences, puisqu'il disait à ces gamins, il a réuni ces gamins dans l'orphelinat pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut taper sur n'importe qui, n'importe quand, autant qu'il le voudra. Mais à une condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. Condition absolue, dit-il. Alors, révolte dans l'orphelinat, un certain nombre, mais monsieur, je ne sais pas écrire. Korczak, qu'à cela ne tienne, dicte ta lettre à ton voisin. Ou moi-même, je peux faire scribe, alors viens me dire, je peux écrire ta lettre, donc tu veux taper sur ton camarade, pour quelle raison? Explique-moi. Ouais, souvent, on a du mal à expliquer, parce que quand la colère est passée, on ne sait pas trop pourquoi on s'est mis en colère. Mais il y a des lettres qui sont écrites, et Korczak met en place dans l'orphelinat la boîte des bagarres. Donc il y a une boîte où on met les lettres, où on explique pourquoi on va taper sur quelqu'un le lendemain. Et le soir, à la veillée, Korczak récupère les lettres, les anonyme, et il organise des petits ateliers philo. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, il observe plusieurs choses. La première chose, c'est que ceux qui sont les plus sévères avec les lettres qu'on lit, c'est ceux qui les ont écrites. Et c'est normal, parce que ce sont les seuls à les avoir connues. Ils les connaissent à l'avance, les autres les découvrent. Donc ils ont eu le temps d'y réfléchir. Ils ont eu le temps d'y réfléchir. Voilà. Et il observe bien évidemment que le taux des bagarres diminue très notablement. Il explique d'ailleurs, si je dis aux enfants, vous avez le droit de vous battre, je ne les fais pas progresser. Si je leur dis, je vous interdis de vous battre, ils iront se battre quand je ne suis pas là. L'attitude éducative, c'est non, pas tout de suite, on y réfléchit,
Et c'est dans cette réflexion que va se construire une action sensée et la possibilité d'exercer ta raison et ta liberté. Et ça, c'est fondamental, les neurosciences nous le confirment, et elles nous mettent donc au cœur, avec la pédagogie, de ce qui est réellement constitutif de l'expression de la liberté d'un sujet. L'accès à la pensée qui sursoit à la réaction immédiate pour construire de la démonstration, pour aller chercher de l'information, pour rentrer dans la discussion, discussion démocratique. Allez, à partir de là, quel modèle pédagogique pour aujourd'hui? Si je reprends mes 3 pôles, former des sujets libres, capables de s'associer dans une démocratie en quête du bien commun, c'est ce que nous espérons tous, en nous appuyant sur les neurosciences, mais pas seulement, sur les théories du développement, sur la psychologie clinique et culturelle, sur la sociologie. On a besoin de tous ces apports. Et en pratiquant une pédagogie attentive à la mise en place de dispositifs ascensionnels, une pédagogie du sursis, une pédagogie de la promesse, une pédagogie culturelle. Et n'oublions pas, et je termine ainsi par un extrait de cet ouvrage d'un philosophe allemand, Marcus Gabriel, qui s'intitule « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ? La philosophie face à neurosciences ». N'oublions pas que certes, sans un système nerveux central, il n'y aurait pas d'esprit. C'est là une condition nécessaire pour que nous menions une vie consciente, mais notre cerveau n'est pas identique à notre vie consciente, et en outre, une condition nécessaire est loin d'être une condition suffisante. Un acte posé par une personne ne devient vraiment intelligible que si nous comprenons son projet, et nous ne pouvons entrer en relation avec lui que si nous le percevons, et nous nous percevons nous-mêmes comme intention. Les cerveaux n'ont pas d'intention, seuls annoncent ceux qui ont bien plus qu'un cerveau. Alors oui, ça nous met face à cette réalité. Notre cerveau est essentiel, il est fondamental, mais nous ne sommes pas que notre cerveau, nous sommes des êtres d'intention, et au cœur de la pédagogie, c'est cette question de l'intention d'apprendre, l'intention d'écrire, l'intention de calculer, l'intention de savoir, l'intention d'approfondir, jusqu'à l'intention d'être soi-même autonome et de créer du commun, l'intention de l'émancipation et de la solidarité qui sont fondateurs et fondamentaux. Et c'est ces intentions-là que le pédagogue souligne et dont il dit qu'il ne faut pas évidemment les oublier ou les contourner. Voilà, j'étais un peu long, je m'arrête là. Et on va prendre un petit peu de temps avec les collègues que je remercie par avance pour que vous puissiez vous exprimer, alors pas simplement évidemment des questions, mais toutes les objections, expériences et préoccupations que vous pouvez avoir à partir de ces quelques réflexions. Voilà, merci de votre attention.